Bonsoir, c'est un sujet tabou que nous allons aborder ce soir, un sujet qui fait pourtant régulièrement la une de l'actualité. Je veux parler de la fraude. La fraude, que ce soit les arnaques dont on est victime, que ce soit la triche dont on peut être coupable, ou que ce soit carrément la corruption. Il faut dire que depuis quelques mois, les scandales en la matière se multiplient. Logements HLM attribués à des privilégiés, arnaques géantes au RMI ou encore affaires de détournement de fonds dans certains syndicats. Les montants que représente la fraude sont énormes. Par exemple, les arnaques aux organismes sociaux comme les ACDIC ou la Sécu coûteraient entre 20 et 40 milliards d'euros chaque année aux contribuables. Ce soir, vous allez découvrir comment les tricheurs s'y prennent pour détourner de l'argent à leur profit. En quoi leurs méthodes sont-elles de plus en plus sophistiquées? Et enfin, comment lutte-t-on contre ces fraudeurs? Sommaire. La fraude à la carte bancaire. Chaque jour, 6 000 Français en sont victimes et les voleurs vident votre compte avec des moyens de plus en plus sophistiqués. Exemple, cette fausse fente et ce faux clavier plaqué sur un vrai distributeur. Ah purée, il est magnifique. Hein. C'est des claviers pirates qui servent à enregistrer le code secret des clients. Mais il y a aussi les cybercriminels qui opèrent quand vous faites vos achats sur Internet. Enquête sur les menaces qui pèsent sur la carte bleue, le moyen de paiement préféré des Français. La triche au logement social à Paris. De nouvelles affaires viennent d'éclater à la une des journaux. Des appartements de standing loués au cœur de la capitale pour 3 fois moins cher que les prix du marché. Qui sont les privilégiés qui choquent l'opinion? Comment les sociétés HLM tentent-elles de mettre de l'ordre dans leur parc social? Vous en avez sans doute profité un jour. Le club de sport, la médiathèque au rayonnage bien garni ou les bons plans des résidences de vacances tout confort. Ce sont quelques-uns des avantages qu'offrent les comités d'entreprise à des millions de salariés français. Mais tout l'argent des CE profite-t-il toujours aux salariés? Il y a des chèques qui circulent et puis ma signature est imitée. C'est pas ma signature. Détournement de fonds, emploi fictif. Qui sont ceux qui se servent sans scrupule dans les caisses des comités d'entreprise? Révélation sur les pratiques secrètes des syndicats. Bonjour madame, je suis monsieur Bladier, je suis contrôleur à la sécurité sociale. Je peux vous voir 2 minutes? Fini de se la couler douce aux frais de la sécurité sociale grâce à des arrêts de travail abusifs. Désormais, la Sécu a engagé la chasse aux fraudeurs. Objectif, récupérer cette année plus de 140 millions d'euros. Avec quels moyens l'assurance maladie traque-t-elle les tricheurs? Peut-on lui échapper? Voyage dans les coulisses de l'administration la plus connue des Français. Dans la vie de tous les jours, c'est sans doute la fraude à laquelle on est le plus exposé, l'arnaque à la carte bancaire. La carte bancaire qui est aujourd'hui le premier mode de paiement des Français. Il faut savoir que chaque jour, on dénombre 6 000 fraudes à la carte en France. Et même si ce système est réputé l'un des plus sûrs au monde, il existe encore des failles qui échappent aux dispositifs de sécurité. Que ce soit aux distributeurs, chez les commerçants ou sur Internet, comment les fraudeurs s'y prennent-ils pour mettre la main sur votre carte? C'est une enquête incroyable signée Anne-Sophie Chaumier-Lecomte. C'est une sorte de rituel. 3 fois par semaine, Géraldine emprunte le même trajet, se rend au même distributeur et retire toujours la même somme, entre 30 et 40 euros. Un geste banal, quasi machinal, mais désormais, Géraldine y ajoute quelques formalités d'usage. Je regarde déjà là où on met la carte, savoir s'il n'y a pas un rajout, quelque chose de particulier, de spécial. Et puis ensuite, effectivement, je me rends compte s'il y a des gens derrière moi, pas trop près, et voilà. Si Géraldine prend autant de précautions, c'est qu'il y a 1 an, en épluchant ses relevés de compte, elle a une très mauvaise surprise. Elle découvre des retraits d'argent qu'elle n'a jamais effectués. Des petites choses, 70. 80, 100, 130 euros. En tout, 16 retraits en moins d'1 mois. Donc là, je commence à avoir le cœur qui bat un peu, là. Donc vous en avez pour 1170 euros de fraude. Voilà, de fraude à la carte bancaire sans dépossession de ma carte. Enfin, je pouvais pas penser une seule seconde que ça m'arriverait, puisque de toute façon, j'ai ma carte. Géraldine ne sait toujours pas comment sa carte a pu être utilisée à ses dépens. Elle attend d'être remboursée par sa banque. Son cas n'a rien d'exceptionnel. Les fraudes à la carte bleue, il y en a 6 000 par jour en France. La carte bancaire,
c'est notre moyen de paiement préféré. Nous l'utilisons 2 fois plus que tous nos voisins européens. Un bout de plastique très pratique, mais aussi très convoité par les escrocs. Fini le vol à l'arraché. 1 fois sur 2, la victime a toujours sa carte au moment même où les voleurs vident son compte. Désormais, les fraudeurs agissent tapis dans l'ombre. Comment les banques organisent-elles la riposte face à ces nouvelles menaces? Les victimes sont-elles toujours remboursées? Quelles sont les méthodes des fraudeurs pour ne pas éveiller nos soupçons? Pour savoir comment les voleurs piègent les cartes en toute discrétion, il faut emboîter le pas des gendarmes. Nicolas Duvinage travaille à l'Institut de recherche criminelle. Il vient chercher des scellés arrivés dans la nuit. Des gendarmes d'un petit village de l'Est ont saisi du matériel pirate sur un distributeur. Ils lui envoient pour analyse. J'ai simplement un premier descriptif qui a été indiqué par l'enquêteur sur le carton de scellé. Donc là, par exemple, vous savez... Donc là, un clavier pour distributeur automatique de billets et un lecteur de carte bancaire équipé d'un dispositif de piratage. Cela fait 7 ans qu'il étudie les techniques utilisées par les fraudeurs. Je vous les pose sur l'établi ? Oui. De l'arnaque artisanale, les escrocs sont passés à un travail de pro. Des techniques de plus en plus sophistiquées pour être de plus en plus discrets. À vue d'œil, rien que de très classique. Faut faire gaffe, notamment sur Une fente pour introduire la carte. sur le double face. Et dans la deuxième enveloppe, un clavier pour taper son code. Ah purée, il est magnifique. Hein. Ils ont mis le petit autocollant Visa pour rassurer les clients. Les touches sont... Mais ces gendarmes observent tout de suite qu'ils ont affaire à des faux. Et derrière, effectivement, la partie électronique. En fait, c'est des claviers pirates. C'est des claviers pirates qui servent à enregistrer le code secret des clients. Les fraudeurs ont installé 2 dispositifs pirates pour piéger le distributeur. Le premier, sur la fente. Ils y ajoutent une fausse fente, blindée de capteurs. Quand la carte est introduite, ce mouchard récupère toutes les données de la bande magnétique. Idem pour le clavier. Les escrocs posent un faux par-dessus le vrai. Quand le client tape son code, le faux clavier intercepte et enregistre les 4 chiffres. Le client récupère son argent et ne se rend compte de rien. Pour les escrocs, reste à récupérer toutes ces données sans se faire prendre. Et là, ils ont trouvé un moyen de ne pas se faire repérer. Ah, ça c'est génial. Ça c'est une carte SIM. Les fraudeurs utilisent la carte d'un téléphone portable qu'ils ont tout simplement démonté. Ils peuvent ainsi utiliser le réseau téléphonique pour récupérer les données. Ça permet aux fraudeurs de ne pas avoir à revenir sur place pour récupérer les données. Il peut rester à distance et donc il prend beaucoup moins de risques. Et en plus, il a les données beaucoup plus rapidement et facilement. Ensuite, ils n'ont plus qu'à copier toutes ces données sur des cartes vierges ou périmées grâce à une machine comme celle-ci. J'appuie sur un bouton, je le retire, c'est réglé. Et cette carte, cette fausse carte, il va pouvoir l'utiliser avec le code de la victime qui a été récupérée chez des commerçants ou dans des distributeurs automatiques de billets. L'année dernière, en France, près de 500 distributeurs de billets ont été attaqués. C'est 6 fois plus qu'il y a 4 ans. Le piège est très rentable pour les fraudeurs. Une machine piratée, ce sont des dizaines, voire des centaines de victimes assurées. Plus de 50 cartes piratées en Poitou, plus de 300 dans ce distributeur du centre-ville d'Alès, plus de 200 dans cette station essence de Bretagne. Pour le système bancaire, commence alors une course contre la montre. Il faut à tout prix neutraliser les cartes falsifiées. Paris, quartier de la Madeleine. Dans cet immeuble, le siège du groupe Carte Bleue Visa en France. 3 Français sur 5 ont ce logo sur leur carte. Visa, ce n'est pas une banque, mais un système de paiement qui leur permet de l'utiliser un peu partout dans le monde. Gérard Nebouy dirige un service ultra confidentiel. Voilà, je vous précède, vous m'en excuserez. Un service stratégique, utilisé par toutes les grandes banques françaises. C'est une salle surveillée.
C'est une salle surveillée parmi d'autres. C'est une sorte de tour de contrôle. Interdiction de filmer les écrans. Ici défilent des transactions à risque. Si votre carte présente une activité douteuse, c'est ici qu'elle sera étudiée à la loupe. C'est très calme, on imaginait plutôt une salle avec des warnings, des... Non, pas du tout, parce que là, vous avez des gens qui réfléchissent, qui analysent, qui regardent le comportement des fraudeurs, qui, à froid, portent un jugement sur la qualification et qualifient les transactions cartes. Alors, comment les opérations frauduleuses sont-elles repérées parmi plus de 400 000 transactions quotidiennes? Chaque achat ou retrait est représenté par une combinaison informatique. Et certaines sont jugées à risque. Voici l'exemple d'une opération douteuse, repérée par les ordinateurs du centre. Tous ces chiffres ont une signification bien particulière. Ici, 0189 représente le code d'un pays classé à risque, comme les Philippines ou l'Ukraine, où statistiquement, il y a beaucoup de fraude. 2603 représente un jour d'opération à risque. Le dimanche, par exemple, jour de fermeture des banques, c'est un facteur aggravant. 1707 symbolise un commerce, une bijouterie ou une agence de voyage. Des commerces forcément sensibles. 3420, ce code donne des informations sur le montant dépensé. Si l'ordinateur détecte une telle combinaison, elle est immédiatement analysée. Le centre Visa envoie une alerte à la banque concernée. C'est alors à elle de prendre le relais. Comment va-t-elle faire pour stopper la fraude le plus rapidement possible? Parler fraude avec les banques, c'est un peu comme parler augmentation avec son patron. Il déteste cela. Une seule banque en France a accepté d'aborder ce sujet délicat. Elle est basée dans le nord de la France, à Lille. Ces agences se trouvent au bout des rayons des grandes surfaces. Il y a 5 ans, cette banque de la grande distribution se lance sur le marché de la carte bancaire. Dès les premiers mois, elle est confrontée à des escroqueries. La réponse du groupe est immédiate. Il crée un service de lutte antifraude. 4 femmes jouent contre la montre pour stopper les fraudeurs dans leurs courses. Là, les transactions, elles sont passées. Celles dont elles parlent, elles sont passées. Je peux pas faire. Leur mission, traiter les alertes le plus rapidement possible pour éviter que la fraude ne se propage. Les banques échangent au moindre doute sur une transaction. Nouvelle alerte. Corinne vient de recevoir un fax d'une banque asiatique. Une demande de confirmation pour une transaction qui a été faite auprès de la compagnie AirAsia. Donc on a le numéro de carte et le montant. On va aller faire un appel sortant pour vérifier si le client est bien à l'origine de cette transaction. Elle rentre immédiatement sur le compte du client pour en savoir plus. La somme est importante, 475 €. Quant au lieu de la transaction, ce n'est pour l'instant qu'un code. Donc là, c'est quoi, par exemple? Donc le pays 458, il s'agit de la Malaisie. Achat à risque, pays à risque, l'équation idéale pour éveiller les soupçons. Reste à savoir si le client a réellement effectué cette transaction ou si sa carte a été piratée. Oui, Oui, allô, bonjour, je suis bien chez monsieur Zid. oui, c'est moi-même. Oui, bonjour monsieur, madame Rabet, je dirais du service fraude de la Banque Accor. De le service fraude? Le service fraude, monsieur. Oui, je vous écoute. Je vous appelle pour vérifier une transaction. Oui. J'ai une transaction à l'étranger faite auprès de la compagnie AirAsia. Je voulais savoir si vous étiez bien à l'origine de cette transaction. Oui, oui, c'est bien. Oui. C'est bien vous. Fausse alerte. Le client était en Malaisie et c'est bien lui qui a acheté ce billet d'avion. Peut-être 2, non? Mais 2 fois sur 3, le coup de fil confirme une fraude. La veille, Corinne a dû gérer une alerte du centre Visa concernant la Roumanie, un pays particulièrement surveillé. On a recensé 3 retraits sur la Roumanie. Donc là, on voyait bien les autorisations apparaître sur nos écrans. 3 retraits en monnaie roumaine, l'équivalent de 723 €. Par téléphone, le client affirme être en France avec sa carte. Impossible pour lui de l'avoir utilisée au même moment à l'autre bout de l'Europe. Nous avons procédé immédiatement au blocage de cette carte.
Et on s'aperçoit que grâce à cette mise en opposition, on a pu éviter un nouveau retrait qui s'est passé en fin de journée. Il a fallu moins de 5 heures pour stopper l'hémorragie. Mais il y a une fraude que les banques rencontrent de plus en plus et qu'elles ont beaucoup de mal à combattre. C'est le piratage des cartes sur Internet. Les Français achètent de plus en plus sur la toile. Livres, vêtements, téléphones, informatique ou encore voyages. Pour payer, il faut donner son numéro de carte, la date d'expiration et un code de sécurité. 3 données confidentielles. Sur certains sites, cette clé et ce cadenas garantissent une transaction sécurisée. En théorie, tout est sûr. Et pourtant, malgré toutes ces protections, des failles existent. Les cyberdélinquants s'y engouffrent. Certains traquent vos coordonnées bancaires sur le net en toute discrétion. Mathias est un ancien craqueur, un pirate du web repenti. Pour lui, Internet est loin d'être infaillible. Il faut se dire qu'Internet, c'est pas sécurisé comme certains pourraient le penser, quoi. Tout est piratable, le système infaillible n'existe pas. Donc, je me suis vite rendu compte que sur les serveurs, il y avait beaucoup de cartes bancaires et que le trafic de cartes bleues, ça se fait couramment, facilement. Les gens se font avoir très très facilement, quoi. Selon lui, les pirates s'attaquent en priorité à des sites étrangers. Donc on va chercher un site au hasard. Donc ici, c'est un site brésilien de solutions d'informatique. Ce site, pour fonctionner, est relié à un serveur. Une sorte de centrale qui héberge des dizaines, parfois des centaines d'autres sites. Parmi eux, des sites de vente, sécurisés ou non, qui contiennent les coordonnées bancaires de leurs clients. Si le serveur n'est pas sécurisé, les pirates peuvent s'y introduire. Ils auront accès à toutes ces données. Et voilà. Une fois sur le serveur, les craqueurs peuvent entrer dans l'arrière-boutique d'une centaine de sites, comme celui d'un hôtel au Brésil, de cours de yoga à Paris, ou encore un garage de voitures d'occasion. Grâce à cette faille, les pirates récupèrent régulièrement des bases de données ultra confidentielles. Celle-ci, par exemple, nous a été transmise. En tout, 2886 numéros de carte bancaire. Chaque ligne correspond à une fiche complète sur un client et tout y est. Par exemple, Fiona T. On peut y trouver son adresse en Angleterre, son numéro de téléphone, mais surtout son numéro de carte, la date d'expiration et même les 3 chiffres secrets inscrits au dos de sa carte. Avec ces informations, les pirates peuvent vider vos comptes très rapidement à votre insu. Après, il y a plusieurs solutions. Soit on les utilise directement. Donc on fait des achats sur Internet avec leurs identifiants. Et on va aller chercher dans des relais, on peut se faire livrer à une autre adresse, etc. afin de récupérer ce qu'on a acheté. Soit on revend directement ces données bancaires à des personnes tierces, afin qu'eux-mêmes les utilisent. En clair, des pirates s'échangent vos données bancaires un peu partout dans le monde. Pour cela, ils se rendent sur des forums très privés, une sorte de bourse d'échange, comme celle-ci, localisée en Russie. Les gens, ils y vont et ils proposent « Ouais, moi j'ai autant de cartes, je les vends tel prix, l'unité. » Ici, par exemple, pour une carte aux États-Unis, 1,50 $ la carte. 1,50 $ le numéro de carte. Et il y a même des promotions. 1,30 $ si vous en achetez plus de 20. Donc il fait un prix selon la carte si elle est aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Europe, etc. Après, il suffit d'entrer en contact avec le vendeur, comme sur n'importe quel forum. Tu veux quoi? Il est français. Est-ce que tu vends des CB? Mathias se fait passer pour un acheteur. Il se dit intéressé par des cartes françaises et américaines. Quelques secondes plus tard, le vendeur répond.
Oui, j'en ai des FR et des US et des UK. Des anglaises, fraîches. C'est quoi ton prix? Pour 10 françaises. Donc là, il te propose de te vendre 10 cartes françaises pour 40 $. C'est un bon prix? Si tu soutires 500 € sur chaque compte, bah voilà, ça te fait 5 000 € pour 40 $. C'est un bon investissement, tu vois. La transaction s'arrêtera là. Est-ce que vous avez conscience quand même que c'est illégal? Ouais, c'est illégal, hein, c'est sûr. C'est illégal à 100%. En prenant part à ce genre de trafic, les pirates risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. L'an dernier, plus de 33 millions d'euros ont ainsi été volés sur la toile à partir de cartes bancaires piratées. Rapide et discrète, cette nouvelle délinquance inquiète les forces de police. Christian Agroum dirige l'Office de lutte liée aux technologies de l'information et de la communication. Il connaît parfaitement l'existence de ce marché virtuel. Alors pourquoi ne pas fermer ces sites pirates, tout simplement? Bloquer les sites utilisés par les pirates sur Internet, c'est quelque chose qui se fait à la seule condition de connaître les sites. Il faut pouvoir les connaître. Les auteurs qui sont derrière ces infractions se cachent derrière un anonymat qu'il faut faire tomber. La deuxième difficulté réside dans la collaboration des pays dans lesquels ces cybercriminels sont réfugiés. Pendant que la police court derrière les fraudeurs, les victimes, elles, se tournent vers leur banque. Elles imaginent toutes qu'elles seront remboursées, mais ce n'est pas toujours le cas. Retour à Lille, chez Accor. Le service fraude reçoit une centaine de dossiers de plaintes par mois. Des clients qui contestent des opérations faites avec leur carte. Valérie vient de recevoir un nouveau courrier. Donc là, vous avez reçu, c'est quoi ça? Donc là, c'est une demande de prise en charge au niveau des achats frauduleux. C'est un client en fait qui constate des achats frauduleux sur son relevé de compte banque Accor qu'il a reçu et qui sont a priori des achats qui ne sont pas de son fait. Le client demande le remboursement de 4 achats qu'il dit n'avoir jamais effectués. 277 € pour du matériel informatique, 821 € pour du vin, 267 € pour des chaussures. Mais Valérie ne va pas le rembourser aussi facilement que ça. Elle va d'abord faire une petite enquête auprès des commerçants. Le propriétaire de la carte pourrait mentir. Elle cherche donc à savoir qui se cache derrière ces commandes. Bonjour, vous aurez à votre service. Oui, bonjour, la banque Accor, service fraude. Est-ce que vous auriez la possibilité de m'indiquer s'il s'agit ou non de mon client? Si je vous donne le numéro de la carte bancaire qui a été utilisée frauduleusement. Le nom de client, vous l'avez? Oui, il s'agit de monsieur... En magasin, on ne trouve pas de commande enregistrée à ce nom. Mais Valérie va insister. Un membre de la famille pourrait avoir passé la commande. Avec le numéro de la carte bancaire, vous ne pouvez pas effectuer de vérification? On ne garde pas les numéros de carte bancaire des clients. Ah bon? Donc je ne peux pas tracer... Là encore, réponse négative. Légalement, Valérie ne peut pas contraindre le commerçant à lui fournir des informations. Bonne journée, madame. Elle doit donc croire le client sur parole. Alors, fraude ou pas fraude? A priori, c'est une fraude. Le client n'a pas donné son nom pour le passage de la commande, donc a priori, c'est pas le client qui a utilisé lui-même sa carte en essayant de frauder ou autre, parce que parfois ça arrive aussi. La banque remboursera intégralement ce client. C'est la loi qui l'impose. Car sur Internet, les achats sont effectués sans le code secret. Mais quand la fraude a lieu avec utilisation du code confidentiel, le remboursement n'est pas automatique. C'est à ces agents de banque de trancher. Cela va se jouer en quelques minutes dans le bureau de la chef de service. Corinne présente la dernière affaire. Donc celui-là, la cliente se fait voler sa carte bancaire, ses papiers officiels dans son véhicule. Par effraction. Par effraction. Le voleur a retiré plus de 800 € sur le compte de la cliente. Elle est victime d'une fraude, mais Corinne avance un premier argument pour ne pas la rembourser.
Là, on est vraiment une négligence. La cliente n'a pas du tout pris de précautions. Elle a laissé son véhicule sans surveillance. Tous ses moyens de paiement à l'intérieur. Négligence. Cela signifie à leurs yeux que la cliente a commis une faute lourde. Vous faites un peu l'avocat de l'accusation, là? Non, pas du tout. Je relate les faits, là. Mais en plus, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu des retraits qui ont été faits successivement avec une composition de code. Donc, je suppose que le code, en plus, était probablement joint à la carte. Probablement. Une simple déduction, aucune preuve matérielle, mais cela suffit à refuser le remboursement. Un verdict qui tombe une fois sur 4 dans cette banque. Pas plus, pas moins que pour les autres banques françaises. Selon notre enquête, elle rejette 25 à 30% des demandes de remboursement. Pour les victimes, dans ce cas, restent les tribunaux. 3 fois sur 4, les juges leur donnent raison contre les banques, au bénéfice du doute. Alors, on a vu des choses hallucinantes dans cette enquête, des choses qui peuvent inquiéter tous ceux qui ont une carte bancaire. Alors, à quoi faut-il faire attention pour éviter de se faire pirater sa carte? Et puis, si ça vous arrive, comment bien se faire rembourser par les banques? Serge Maître, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous défendez les intérêts de tous ceux qui ont un compte en banque en France, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Et puis, parmi les dossiers que vous traitez, eh bien, il y a bien évidemment des détenteurs de cartes bancaires. Alors, on a vu dans cette enquête que une des fraudes qui peut nous arriver, c'est d'être piégé par un faux distributeur de billets. C'est d'ailleurs assez impressionnant, c'est très très bien imité. Mais alors, quand on utilise sa carte aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir reconnaître un faux distributeur d'un vrai distributeur? À chaque fois que ça a été découvert par un usager qui voulait l'utiliser, c'est parce qu'il l'a heurté. Il s'est rendu compte qu'il y avait un son qui n'était pas le bon. Ça sonnait creux. Et il y en a un qui a même pris le distributeur à bras-le-main. Le clavier. L'ensemble du distributeur, la façade. Et ah oui, hop, il a embarqué, la façade, elle tenait pas. Donc on avait, en d'autres termes, il faut être très vigilant. Vigilant parce que le clavier, bon, il peut présenter des saletés. La fente qui a été apposée par-dessus la fente réelle est aussi un matériel de rajout. Et on peut s'en rendre compte parce qu'une étude suisse a révélé que dans 80% des cas, les fraudeurs essayaient de faire un matériel un peu usagé pour faire vrai. Et donc, chaque fois qu'on a un matériel un peu abîmé, on peut se dire, il y a quelque chose. Puis, secondo, eh bien, le matériel d'origine n'est pas en plastique. Or, les fraudeurs, le plus souvent, quasiment toujours, c'est du plastique. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention quand on va tirer de l'argent au distributeur? Il ne faut pas faire de parano quand même. Mais oui, quand vous tapez sur le clavier, il y a peut-être une petite règle collée au-dessus du clavier par le fraudeur. C'est pas le banquier qui l'a fait, bien sûr. Et cette règle, il y a une micro-caméra. Ah oui. Et là, eh ben, je dirais, passez votre main et regardez déjà si le matériel ne va pas descendre d'un coup en étant surpris. Sinon, cachez de votre main. Comme à l'école. Voilà, comme à l'école. Disons-le tout de suite, il ne faut quand même pas exagérer. D'abord, il ne faut pas diaboliser la situation. Et deuxièmement, quand ce sont des fraudeurs très organisés, avec un système vraiment technique, eh bien, tout ce qu'on fera ne servira pas à grand-chose. D'accord. Alors, effectivement, on se dit on va être parano désormais quand on va aller au distributeur. Est-ce que ce genre d'arnaque est très répandu ou ça reste malgré tout assez exceptionnel? Bon, alors, rappelons qu'il y a 53 millions de cartes bancaires et qu'on compte quelques dizaines de milliers de personnes victimes. Ces personnes victimes, disons, nous préoccupent beaucoup. Certes, ça montre le rapport. Ça reste heureusement très peu au regard du nombre de détenteurs de cartes ou de transactions. Tout à fait. Il n'y a pas, heureusement, assez de fraude qui puisse justifier, effectivement, des préventions et une inquiétude. Alors, on a vu quelque chose d'incroyable dans cette enquête, c'est le fait que des escrocs sur le net peuvent aujourd'hui aller subtiliser vos coordonnées de cartes si même vous avez fait des achats sécurisés sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut plus acheter sur Internet? Bon, il y a des dangers, c'est vrai, mais la profession des commerçants, de VAD comme on dit, de vente à distance, fait des efforts. Ils ont décidé, déjà depuis un certain temps, il y en a beaucoup qui cryptent les données. Eh bien, on a décidé de plus en plus de demander au client un numéro d'identification. On lui donne un code qui n'est valable que pour une opération. Et sitôt que l'opération est terminée, le code disparaît. Et donc, on ne pourra pas atteindre les données bancaires conservées par le commerçant. D'accord. Alors, lorsqu'on est victime de fraude, on a vu aussi qu'on n'est pas d'emblée remboursé par sa banque. Il faut faire, d'une certaine façon, preuve de sa bonne foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir démontrer qu'on n'y est pour rien.
C'est ça, qu'il y a véritablement fraude, que ce n'est pas qu'on a toujours conservé sa carte sur soi, que le code confidentiel ne vous a jamais été subtilisé, que vous n'avez jamais donné à l'un de vos proches, par exemple. Ni à son conjoint ou sa conjointe, ni à ses enfants? Eh oui, parce que dans le contrat qu'on a signé, oui, il y a un contrat carte bancaire entre la banque et l'usager. On l'oublie souvent d'ailleurs, on signe un contrat. On signe et il est marqué qu'on s'engage à garder confidentiel le code, ça va de soi, et les données de la carte et ne pas s'en séparer. Donc si votre banquier vous demande est-ce que vous avez, transmis votre carte ou votre code bancaire, votre code secret à vos enfants ou à votre époux ou épouse, si vous lui dites oui, vous risquez de ne pas être remboursé pour une fraude alors que vous êtes de bonne foi. Il y aura un risque de grande discussion entre le banquier et son client victime. Alors que faut-il faire si on n'est pas remboursé par sa banque mais qu'on est quand même de bonne foi? Que faire? On s'adresse au directeur d'agence. Souvent, celui-ci n'a pas la compétence, le pouvoir. Donc, il vaut mieux envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de l'établissement. Donc, il faut écrire lettre recommandée. Oui, et c'est là. Et puis, il y a un médiateur de la banque. On peut s'adresser à lui. Et si les opérations sont de moins de 4 000 €, et j'en serais heureux, eh bien, il y a un conciliateur auprès des tribunaux d'instance qui fera peut-être son travail. En tout cas, merci pour toutes ces informations, monsieur Maître. Alors, quand on parle de fraude, il y en a une qui choque particulièrement l'opinion. C'est celle des aides réservées aux plus modestes et qui sont détournées au profit de gens qui n'y ont évidemment pas droit. Prenez le cas des logements sociaux. Aujourd'hui, des centaines d'appartements à loyer modéré sont occupés par des personnes aisées, des locataires privilégiés qui ont bénéficié de passe-droit. Bien évidemment, ces avantages indus ne laissent personne indifférent dans un contexte où il manque près d'1 million de logements en France. Depuis le scandale des HLM de la ville de Paris, on croyait ce système révolu. Et pourtant, de nouvelles affaires viennent d'éclater. Alors, qu'en est-il vraiment? Eh bien, regardez, c'est une enquête de Nathalie Moisan. Paris, 5e arrondissement, un ensemble de logements sociaux. Ce soir-là, un huissier doit se faire ouvrir un appartement. Il est accompagné d'un serrurier et de 2 témoins qui ne veulent pas être reconnus. Au dernier étage de ces logements sociaux, le locataire d'une chambre de bonne ne paye pas son loyer. Et pire, il sous-louerait son appartement à un étudiant pour presque le double. C'est interdit. Bonjour. L'huissier veut se faire ouvrir la porte et dresser un constat. Oui, il n'y a pas de bruit ici. Personne, le serrurier entre en action. Peine perdue, le studio de 12 mètres carrés est vide. Les occupants qui se savaient surveillés ont décampé. Bon, il n'y a plus rien, c'est inoccupé. Ok, bon, c'est bon pour moi, on referme, on y va. Je vais refermer la fenêtre. Avec ce constat d'huissier, la société HLM va pouvoir récupérer son appartement. Il n'y a pas de signe d'occupation récent, le réfrigérateur est vide, il n'y a pas de linge de corps, il y a tous les détails qui relèveraient, qui pourraient établir une habitation, une occupation courante ne sont pas réunis. Donc pour moi c'est un local vide, mais maintenant c'est au propriétaire de faire le nécessaire pour pouvoir récupérer ce logement. Et l'huissier ne chôme pas. 140 procédures comme celle-là sont en cours pour déloger les tricheurs aux logements sociaux dans cette société. En 2006, 26 logements ont été récupérés. La guerre contre les fraudeurs est lancée. La triche dans le logement social à Paris, ce sont quelques milliers de cas sur un parc de 230 000 appartements. Des tricheurs parfois connus, aisés et célèbres, mais aussi de parfaits inconnus. Ces affaires font régulièrement la une des journaux et choquent l'opinion. Car l'attente n'a jamais été aussi longue dans la capitale pour ceux qui ont vraiment besoin d'un toit. En moyenne, il faut 4 ou 5 ans pour qu'une place se libère. Comment en est-on arrivé aux cas les plus scandaleux? Pourquoi est-il si difficile de déloger les tricheurs? À Paris, en matière de logement social, on croyait les affaires les plus retentissantes derrière nous. Mais en décembre dernier, une nouvelle va faire l'effet d'une bombe. C'est une affaire qui tombe très mal pour le bras droit de Christine Boutin. La ministre du Logement, Jean-Paul Bolufer, paye un loyer de 6 € le mètre carré dans un beau quartier de Paris. C'est le canard enchaîné qui révèle l'affaire Bolufer. L'intéressé, haut fonctionnaire, occupe depuis 27 ans un logement de standing de la ville de Paris pour un loyer 3 fois inférieur au prix du marché. Son
affaire fait d'autant plus scandale qu'au cœur de l'hiver, en pleine crise des sans-logis, le directeur de cabinet du ministre du Logement avait fait des déclarations tonitruantes au micro de France Culture. Aujourd'hui, se trouvent, pour parler très vite, dans le parc HLM, des gens qui ne devraient pas y être. Et se trouvent dans la rue, dans des campings, des gens qui devraient y être, notamment parmi les jeunes et parmi les ménages les plus modestes. Je considère que c'est un véritable scandale. Voici son adresse, rive gauche, dans les beaux quartiers de la capitale. Un bâtiment haussmannien avec sa façade en pierre de taille. Et l'intérieur est encore mieux. Un hall pavé de marbre. Nous avons pu visiter exceptionnellement l'appartement situé au-dessus du sien. C'est exactement le même que celui de M. Boluffer. Il est aujourd'hui inoccupé, 190 mètres carrés, 6 pièces, au 6e étage. Parquet de chêne en pointe de Hongrie, moulure au plafond et 4 chambres pour une famille nombreuse. Le tout avec une vue imprenable sur la chapelle du Val-de-Grâce. Ce bien exceptionnel est loué 1 700 € par mois, 3 fois moins que le prix du marché, alors que le haut fonctionnaire gagne 8 600 € net par mois. Nous avons rencontré Jean-Paul Boluffer courant février chez son avocat. Il est maintenant dans un bras de fer juridique. Il a démissionné avant Noël de son poste de directeur de cabinet de la ministre du Logement. Et il se bat contre son propriétaire qui lui a donné 6 mois pour quitter l'appartement. Je quitterai mon appartement le jour où, par convenance personnelle, je devrais le quitter. Mais je ne quitterai sûrement pas mon appartement au nom des motifs totalement fantaisistes, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité des choses, qui sont invoqués par la RIVP et qui ne tiennent pas la route une seconde. Pourtant, la RIVP, la régie immobilière de la ville de Paris, son propriétaire, détenu par la municipalité, ne l'entend pas de cette oreille. Pierre Castagnou, son président, lui a donné son congé, non pas parce que la situation peut choquer, mais parce que Jean-Paul Boluffer aurait sous-loué son appartement. Je lui ai notifié son congé par voie d'huissier au motif qu'il n'a pas occupé son logement à titre de résidence principale pendant une longue période, et notamment pendant 10 ans, de 1997 à 2007. Une fraude démentie par le haut fonctionnaire. La régie immobilière de la ville de Paris dit un peu n'importe quoi. J'ai effectivement, et je n'ai jamais dit le contraire, prêté mon appartement à un certain nombre de personnes, situation que connaissait parfaitement la RIVP. Donc il n'y a jamais eu de sous-location, au point que ce motif ne peut nullement être invoqué aujourd'hui de façon juridique. C'est une pure et simple plaisanterie. Sous-loué ou prêté, ce sera sans doute à la justice de trancher le différend. Selon nos informations, ce cas n'est pas exceptionnel. 2 préfets qui sont locataires dans ce même immeuble ont également prêté leurs appartements lorsqu'ils étaient en poste en province. Ces appartements de standing, gérés par les bailleurs sociaux de Paris, des pépites. Ils font partie de ce qu'on appelle les loyers libres, en moyenne 2 à 3 fois moins cher que les prix du marché. Souvent situés dans les beaux quartiers comme le Marais ou près du boulevard Saint-Germain. À l'origine, les locataires étaient choisis sans aucune condition de ressources. C'est dans ce parc de logements qu'on trouve la plupart des personnalités et la liste est longue. Exemple à droite, Brigitte Custer, la directrice de campagne de Françoise de Panafieux, ou Pierre Bachelot, le fils de la ministre de la Santé. Pierre Mazot, l'ancien président du Conseil constitutionnel. À gauche, l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement, ou les députés socialistes Delphine Batho et Sandrine Mazotier. Nous avons contacté toutes ces personnalités. Un seul politique a eu le courage d'une certaine franchise. C'est ce jeune député UMP de la Marne. Benoît Apparu, 38 ans, content d'être bien logé. Vous habitez ici depuis combien de temps? 13 ans, 14 ans. Et ça a toujours été sympa comme ça? Ça a toujours été effectivement un petit village agréable. Le village Saint-Paul, chic et branché, en plein cœur de Paris, à 2 pas du Marais. À l'étage, il loue ce joli 2 pièces de 45 mètres carrés pour une bouchée de pain. Donc, l'entrée, la pièce principale. Ici,
des toilettes, d'en enfiler une salle de bain, et puis une chambre pour terminer. L'appartement n'est pas luxueux, mais il est confortable. Voilà. Donc, avis d'échéance de janvier 2008, donc le dernier, avec un loyer de 575 €. À part le passage de francs à euros, j'ai pas vu d'évolution, donc j'ai pas vu d'application de ce qu'on peut appeler le surloyer. Peut-être que c'est la politique de la REP de pas les appliquer, je ne le sais pas, mais j'ai pas vu d'évolution à part, j'imagine, les 2% annuels qui doivent appliquer d'une façon ou d'une autre. Donc c'était quand même un bon plan ici. Ah, c'est un bon plan, oui. Un loyer qui ne bouge quasiment pas en 15 ans. Résultat, aujourd'hui, c'est au moins 2 fois moins cher que le prix du marché. Et cet appartement qui est situé dans un beau quartier, est-ce que vous l'aviez obtenu par piston? Comment vous l'avez obtenu? Alors, lorsque j'ai obtenu cet appartement, je vous le répète, j'étais dans les clous financiers. Mais effectivement, je suis allé voir, comme beaucoup de Français là encore, mon député. J'étais militant RPR à l'époque. Je suis allé voir mon député. C'était pas un député, mais c'était un élu, pour lui demander s'il pouvait me filer un coup de main pour obtenir cet appartement. Mais à l'époque, Benoît Apparu avait droit à un logement social. Il gagnait moins de 1 000 € par mois. Depuis, il est devenu député et adjoint au maire de Châlons-en-Champagne. Selon nos estimations, il perçoit 8 000 € bruts par mois. Après les révélations de l'affaire Bolufer, notre député a décidé de déménager. Quelques jours après cette interview, Benoît Apparu a rendu les clés de son appartement. À la suite de toutes ces révélations, la régie immobilière de la ville de Paris a lancé ces derniers mois une opération vérité. Les dossiers des locataires des 315 plus beaux appartements ont été épluchés. À la recherche de situations interdites, c'est la seule faille pour faire partir les privilégiés. Aucune illégalité découverte chez les politiques. Au bout du compte, la régie a repéré 12 cas de fraude, moins de 5%. S'ils sont avérés de manière définitive, j'engagerai effectivement une procédure de résiliation du bail, alors à titre amiable en discutant avec le locataire, ou alors de façon judiciaire. 12 cas détectés, c'est peu, car la régie ne peut s'attaquer qu'à ce qui est illégal. Et même dans les cas jugés douteux, la RIVP n'est pas sûre du tout d'avoir gain de cause. Pour s'en convaincre, il suffit de revenir dans le centre de Paris. Face à l'île de la Cité, nous revoilà dans le Marais, quartier historique. Jean-François Guelette, directeur depuis 7 ans de l'OPAC, le premier office HLM de la capitale, l'a toujours en travers de la gorge. Et s'il nous emmène ce matin dans cette rue, c'est qu'un jour, il a découvert une situation qui lui a paru anormale. Dans cet immeuble, un couple de hauts fonctionnaires habite un grand 5 pièces, 130 mètres carrés, pour un loyer modeste de 800 € par mois. Un couple sans enfant qui a bénéficié au début des années 80 à 4 ans d'écart de l'attribution de 2 logements, qui a démoli le mur mitoyen, qui l'a utilisé alors que ça n'était plus son habitation principale. On est allé devant la justice, on pensait avec des éléments tout à fait concrets obtenir gain de cause, et en cours d'appel, on n'a pas obtenu gain de cause, les gens sont toujours dans leur logement. La nouvelle direction de l'office HLM croyait pouvoir récupérer son logement en attaquant en justice. Perdu. Nous nous sommes procuré l'arrêt rendu par la cour d'appel. Les locataires ont gagné car l'OPAC est mal fondé à reprocher à ses locataires d'avoir réuni les 2 appartements alors que c'est lui-même qui a consenti ces 2 baux. En clair, les nouveaux dirigeants de l'OPAC ne peuvent remettre en cause les décisions prises par leurs prédécesseurs. Pour Jean-François Guelette, la pilule est d'autant plus amère à avaler qu'il est déjà très difficile de débusquer les tricheurs. On l'a repéré par hasard. En faisant la régularisation de charges, on a repéré que ce couple ne consommait pas d'eau. On s'est interrogé. Pourquoi ce couple ne consomme pas d'eau? À ce moment-là, on a remonté la plotte, on s'est aperçu qu'elle n'occupait pas le logement à titre principal. Et puis on a remonté le logement, on s'est aperçu qu'en fait, elle disposait de 2 baux. Mais on n'a pas la possibilité de croiser nos fichiers. Et donc, j'allais dire, nous, on utilise les moyens du droit pour essayer de trouver les situations anormales. Mais c'est très difficile, et puis quand on les a trouvées, il faut une décision de justice, et c'est jamais facile. Nous avons tenté de joindre ce couple plusieurs fois, il n'a pas souhaité nous répondre. Et il peut rester dans les lieux encore de longues années.
Tout le problème dans les cas litigieux est d'apporter la preuve des fraudes. Nous sommes à la SGIM, un autre bailleur social qui gère 10 000 logements à Paris. Le nouveau directeur, Olivier Leblanc, a lancé la chasse aux fraudeurs depuis un peu plus d'1 an et il a plusieurs trucs de détective pour flairer les sous-locations. Alors par exemple, lorsqu'on écrit à un locataire qu'on envoie une lettre, qu'elle nous revient n'habite pas à l'adresse indiquée, bon déjà on a un soupçon, ça peut être un indice important. Alors, autre précieux indice, les relevés de compteurs d'eau. par exemple, vous voyez sur ce locataire ici, on constate que sa consommation d'eau sur 3 trimestres est nulle. Et il y a un trimestre d'été, où il y a une toute petite consommation d'eau. C'est typiquement un logement qui, a priori, n'est pas occupé à titre de résidence principale. D'autres fois, les chèques des locataires arrivaient d'une adresse lointaine sur la Côte d'Azur. Lorsque les soupçons deviennent importants, une enquête de terrain est déclenchée. C'est le travail de Jean-Louis Alexandre, le responsable du service contentieux. Direction le 15e arrondissement, il est 8h du matin. Monsieur Alexandre va essayer de repérer des cas de sous-location. Nous le suivons en caméra cachée pour ne pas effrayer les locataires. Il cherche du flagrant délit. Donc on va aller rencontrer normalement cette locataire, Madame Isabelle. Ici, on a un monsieur qui est domicilié chez elle. Et ça fait un petit moment qu'on suspecte une problème d'occupation. En fait, c'est une confirmation qu'il vient ajouter au dossier. Bonjour, monsieur Alexandre de la SGIM. Je suis bien dans le logement de Madame. Bonjour monsieur. L'occupant de l'appartement est très méfiant et pour cause, la dame qui est la véritable titulaire du bail n'a pas l'air de mettre souvent les pieds ici. Et je voulais rencontrer Madame... Elle habite pas là. Elle habite pas là ? Monsieur Alexandre ne s'est pas trompé. Le sous-locataire, mal réveillé, est passé aux aveux, presque sans s'en rendre compte. Vous acceptez de me donner son adresse ? Moi, je suis monsieur Alexandre de la SGIM. Moi, je préférais la prévenir avant. Oui ? Et puis, à ce moment-là, elle vous recontacte. Merci bien, monsieur. Au revoir. Affaire à suivre. En principe, nul n'est censé ignorer que la sous-location est interdite dans le logement social. Je risque d'appeler la locataire en titre. Soit il y aura un départ immédiat de ce monsieur, soit il n'y aura pas de départ immédiat et on verra ce qui nous sera présenté, quelles seront les déclarations de madame. Deuxième appartement, personne ne répond, mais une vérification du nom sur la porte ne laisse pas beaucoup de doute à Jean-Louis Alexandre. Donc là, on avait un logement qui normalement devrait être occupé par Mademoiselle Delphine ou Mademoiselle Clémentine. Le nom était effacé et on a la place Mademoiselle. Donc là, on est sûr que c'est très certainement une cession de logement. Après, avec ou perception, on verra si ça devient une sous-location ou pas. Et à quelques mètres de là, dans la même résidence, Monsieur Alexandre continue sa tournée et va de surprise en surprise. Bonjour. Monsieur Alexandre de la SGIM. Je venais rencontrer Madame... Ah, elle n'est pas là. Elle n'est pas là ? Je peux la rencontrer ici, prochaine fois que je viens ? Je ne sais pas, vous pouvez l'appeler, vous pouvez voir avec elle. D'accord. Vous voulez me dire qu'elle... forcément, elle n'occupe pas les lieux ou... Pas de façon régulière, non. Le locataire s'embrouille, alors Jean-Louis Alexandre insiste. D'accord, mais ma question plus simple, quand est-ce que je peux la rencontrer ici au domicile ? Vous pouvez l'appeler pour lui demander. Je peux que l'appeler ? Je ne sais pas. Bon, d'accord. Les soupçons de l'enquêteur se confirment. Bonne fin de matinée, au revoir. En tout, 6 fois sur 9 ce matin-là, il aura bien la preuve d'une fraude. À chaque fois, les locataires qui ont sous-loué un logement social perdront leur bail et risquent de fortes amendes. Certains seraient même allés plus loin en détournant les appartements pour les besoins de leur petite entreprise. Ici, personne ne répond, mais Jean-Louis Alexandre a des indices sur ce qui se passe derrière cette porte.
Donc on aurait des personnes d'origine asiatique qui travailleraient pour le compte du locataire. Qui sont pas là. Qui travaillerait, c'est-à-dire Qui seraient au service du locataire en titre. Alors je ne sais pas quel job ils font pour ce locataire. Donc en contrepartie, ils doivent être logés ici. Selon la direction de cette société, la fraude représenterait 3% de son parc social. Des chiffres plus importants chez un autre bailleur social. À l'Opac de Paris, un appartement sur 8 ferait l'objet d'irrégularités. Toutes les sociétés de HLM affirment vouloir faire le ménage parmi les locataires qui habitent leurs appartements. Elles invoquent le passé. Mais y a-t-il encore des passe-droits aujourd'hui lors de l'attribution des logements sociaux ? Boulevard Sully-Morland, direction du logement de la ville de Paris. Les dossiers des Parisiens qui attendent un logement occupent tout un étage. Il y en a 109 000. Il a même fallu renforcer le plancher pour supporter autant de documents. Le temps d'attente est en moyenne de 4 à 5 ans pour un appartement, car il se libère au compte-gouttes. Tous les vendredis après-midi depuis 2001, une commission attribue les places libres. D'un côté de la table, les représentants des associations et 3 élus de la ville. De l'autre côté, 5 fonctionnaires du service logement qui ne souhaitent pas être reconnus. La séance est présidée par Jean-Yves Manot, adjoint au logement de Bertrand Delanoë. Bon, alors nous avons 5 candidats pour un PLA avec un loyer de 637 €, charges comprises. Pour chaque appartement, les services de la ville ont sélectionné 5 fiches. 5 familles qui attendent parfois depuis très longtemps. Depuis 95 dans ce cas. Il faut choisir les dossiers les plus urgents. Il y a 34% de taux d'effort et peu de ressources, donc un reste à vivre assez faible et il y a un enfant de 2 ans. Certes. Chacun donne son avis, l'adjoint au logement tranche les débats. Le choix se veut transparent. Donc, votre avis à vous? Moi, je préférerais M. Gaillet. Oui. Alors, qui c'est pour? Deuxième aussi. Troisième aussi, je mettrais. En troisième, oui. Eh bien, très bien. Pas plus de 5 minutes par dossier, le premier candidat sélectionné obtient le logement. Les numéros 2 et 3 repartent pour un tour. Ils seront prioritaires la prochaine fois. Quant aux autres, ils vont retourner dans la pile des demandes. Ça va attribuer combien de logements? Hélas, 20. Dans une période extrêmement faible, parce que ce n'est pas la période des rotations au sein du parc. Et nous sommes à l'attente de livraison de programmes que nous avons lancés il y a 4 ans et qui vont commencer à sortir aujourd'hui. 20 logements seulement attribués ce vendredi pour tout Paris. La commission s'est réunie moins d'1 heure. Officiellement, au niveau de la mairie centrale de Paris, on aurait mis fin au passe-droit. Je n'interviens jamais, je ne réponds à aucune des interventions. Et c'est une pratique scrupuleuse que j'ai depuis 2001 et qui, arrivée à 2007, est arrivée, me semble-t-il, sans aucune difficulté. Mais est-ce aussi transparent partout? À Paris, la mairie centrale n'est pas la seule à attribuer des logements sociaux. Il y a aussi la préfecture et les mairies d'arrondissement qui ont un petit contingent. Elles affectent quelques dizaines d'appartements par an. Et à la mairie du 14e arrondissement, il y a eu un problème. René Dutray, premier adjoint, a constaté des pratiques irrégulières. Certains élus auraient été favorisés. Il y a eu un certain nombre d'irrégularités d'adjoints de la mairie du 14e qui ont obtenu des logements avec un délai d'attente particulièrement anormal, moins de 10 mois. Pour un logement social, c'est entre 4, 5 à 6 ans. Je dirais, les délais d'attribution sur les dossiers d'adjoints concernés ont été attribués en 6, 8, 10 mois. C'est inacceptable. Ainsi, fin 2001, un couple formé d'une élue et d'un collaborateur d'élu s'est vu attribuer un appartement dans cet immeuble. 70 mètres carrés pour 670 € par mois. Le couple y avait droit, mais il l'a obtenu très rapidement. L'affaire embarrasse Jean-Paul Millet, l'adjoint au logement du maire du 14e. À cette époque, avant cette commission, les propositions d'attribution de logement étaient gérées par un collaborateur du maire du 14e. Pour ce cas très précis, cette famille, ce collaborateur a proposé un logement dans mon dos et dans celui du maire. Je regrette que ça s'est passé comme ça. C'était très ponctuel parmi les plus de 500 logements qui étaient attribués depuis 2001.
Depuis février 2002, la mairie du 14e arrondissement a mis en place une commission d'attribution calquée sur celle de la mairie centrale. Il faudra encore des années pour que la triche soit éradiquée dans le logement social à Paris. Voilà pour ce reportage. Tout de suite après la pub, je vous retrouve pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. Jusqu'à présent, on a abordé la fraude sous l'angle de la triche et du vol. Mais dans ce domaine, il y a un autre aspect. Il s'agit d'un sujet beaucoup plus tabou. Je vous propose justement de plonger dans la vie quotidienne des salariés. Au sein de beaucoup d'entreprises françaises, il y a une institution à laquelle les employés tiennent particulièrement. Ce sont les comités d'entreprise. Il faut dire que dans l'univers du travail, les CE jouent un peu le rôle du Père Noël. Ce sont eux, par exemple, qui distribuent des cadeaux aux salariés, des places de ciné ou des vacances à prix réduit. Alors ça, c'est le bon côté des choses, car il y a une autre réalité, et celle-là est beaucoup moins reluisante. Nous allons maintenant découvrir comment certains CE peuvent servir à toute autre chose. Notre enquête nous a entraînés très loin, jusque dans l'univers des syndicats et de leur financement. Comment l'argent des CE peut-il être détourné de sa fonction? Jusqu'où cela va-t-il? Enquête et révélation signée Peggy Leroy. Pour Colette Carle, paisible retraitée sans histoire, tout a commencé l'été dernier. Le facteur lui a apporté une lettre et cette ancienne comptable n'en est toujours pas revenue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est la convocation que j'ai reçue pour comparaître donc le 30 juillet 2007. C'est une convocation d'un juge d'instruction. Il l'informe qu'elle pourrait être mise en examen pour abus de confiance, faux et usage de faux. Elle est soupçonnée d'avoir fait des fausses factures dans le comité d'entreprise où elle travaillait. Eh ben, je peux vous dire que ça vous fait un choc, que j'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Et Colette Carle est loin d'être la seule à avoir été inquiétée par le juge d'instruction. La raison qui a poussé la justice à s'intéresser à Colette et à bien d'autres personnes se trouve à une dizaine de kilomètres de Lyon. Derrière ces grilles, le domaine de la Bachasse. Une propriété de 8 hectares avec arbres centenaires, château du 19e et bâtiments administratifs. Car cette propriété est un centre de vacances. Il accueille pour leurs loisirs les enfants des salariés de la SNCF de Lyon. C'est son comité d'entreprise qui gère ce parc. Mais aujourd'hui, ce CE n'intéresse pas que les employés de la SNCF. Il est désormais dans le collimateur de la justice, une affaire qui défraye la chronique lyonnaise. Des sommes énormes auraient été détournées au profit des syndicats et le comité d'entreprise de la SNCF n'est pas un cas isolé. Le comité d'entreprise d'EDF-GDF inquiété par la justice. Mars 2004, premier gros scandale sur les comptes d'un comité d'entreprise. C'était celui d'EDF, le plus riche du pays. Il est dirigé par la CGT. Aujourd'hui, nouvelle affaire. Cette fois, elle concerne le CE de la SNCF à Lyon. Lui aussi est contrôlé par la CGT. Soupçons de détournement de fonds, emploi fictif, les juges enquêtent. Les comités d'entreprise seraient-ils devenus une source de financement illégal pour les syndicats? En France, les revenus de ces organisations demeurent une énigme. Elles sont capables de bloquer le pays, mais personne ne connaît leur budget réel, souvent opaque. Alors, où trouvent-ils leur argent? Au-delà des cotisations des adhérents, y a-t-il d'autres sources de financement? Révélation sur les secrets des syndicats, au cœur des comités d'entreprise. Au départ, pour des millions de salariés, un comité d'entreprise, c'est un peu le Père Noël à longueur d'année. Toutes les sociétés de plus de 50 employés en ont un. Celui d'Air France fait partie des plus généreux. En bordure de l'aéroport de Roissy, voici les bureaux du CE. C'est là que les 60 000 employés peuvent bénéficier de multiples avantages. Je peux avoir 1 000 € de la FNAC, s'il vous plaît? Par exemple, ce jour-là, ce salarié de la compagnie vient au guichet du CE acheter des bons d'achat pour un grand magasin. Donc 8 à 100. 8 à 100.
Pour une valeur faciale de 1 000 €, ça vous fait 920 €. Soit 80 € de réduction grâce au comité d'entreprise. Ce n'est pas extraordinaire, mais le CE d'Air France a bien d'autres choses encore à proposer. Il y a aussi une médiathèque avec des milliers de CD, de DVD et de livres à emprunter pour seulement 7 € par an. Ici, tout appartient au comité d'entreprise. Juste à côté, le club de sport. Aujourd'hui, c'est aérobic. Les salariés peuvent suivre autant de cours qu'ils le veulent et utiliser le matériel de musculation. Tout cela pour 50 € par an, 10 fois moins cher qu'un club de sport parisien. Un peu plus loin encore, l'agence de voyage. Tout le personnel d'Air France vient acheter des séjours 40% moins chers que dans une agence traditionnelle. Si, soit si bien, je l'ai visité, oui. Il y a même un catalogue de résidences, de vacances, dont le CE est carrément propriétaire. Des centres aux 4 coins de la métropole et des dom-toms, avec tout le confort. Un patrimoine évalué à 120 millions d'euros. À sa tête, François Cabrera, 49 ans. C'est un ancien mécanicien de bord. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, il a 3 secrétaires à son service. Voilà le secrétariat du CCE. Comment en est-il arrivé là? Simplement parce qu'il est délégué syndical à la CFDT. 3 secrétaires. Et aux dernières élections dans l'entreprise, le personnel a massivement voté pour son syndicat. François Cabrera est ce qu'on appelle un élu du personnel. Ce sont des élections, c'est les salariés qui décident de voter donc à partir de programmes, enfin, vous savez bien, donc c'est bien les salariés qui votent pour leurs élus. Et en dirigeant ce CE, il se retrouve à la tête de 300 personnes. Une entreprise dans l'entreprise. Bonjour Bruno. Bonjour François. Bruno qui est le directeur des achats du comité d'entreprise. Mais il y a aussi des comptables, un service commercial ou encore une direction des ressources humaines. Aucun d'eux n'est salarié d'Air France, c'est le comité d'entreprise qui les paye. À l'agence récemment. Pour rémunérer tout ce personnel, le CE dispose d'un budget de 114 millions d'euros versé tous les ans par la compagnie aérienne. Diriger une structure comme celle-ci, c'est donc d'énormes responsabilités. Alors vous voyez, on ne va pas pouvoir les amener dans mon bureau. François Cabrera passe sa journée à signer des documents. Il y a quoi dedans? Il y a on peut des protocoles d'accord avec des fournisseurs. Et de nombreux chèques pour payer toutes les dépenses du comité d'entreprise. Gros chèque à la SNCF. Donc de combien? 35 952 €. Vous voyez, donc on paye toute une série de voyages pour les enfants, quand nous faisons partir les colonies de vacances. Et sa signature ne va pas suffire, car ici, tout chèque est paraphé par au moins 2 élus du personnel. Chaque centime dépensé doit être justifié. Avec cette procédure de contrôle, les syndicats d'Air France semblent ne pas laisser faire n'importe quoi avec l'argent du comité d'entreprise. Mais l'argent des CE sert-il toujours l'intérêt des employés? Les syndicats ne sont-ils pas tentés parfois de se servir dans les caisses des comités d'entreprise? Direction Lyon, à quelques mètres de la gare Perrache, un bâtiment de 3 étages à la façade décrépite. Contrairement aux apparences, il n'est pas à l'abandon. Il abrite le comité d'entreprise SNCF de la région Rhône-Alpes. Il emploie 109 salariés. Ce CE est dirigé par la CGT. Il est aujourd'hui dans le collimateur de la justice. Une plainte a été déposée contre ce comité, entre autres pour emploi fictif et pour détournement de fonds. En droit, on appelle cela abus de confiance. Derrière cette plainte, il y a cet homme, Willy Pache, 54 ans. Depuis 1978, il travaille au comité d'entreprise de la SNCF. Il a même été coordinateur des activités de loisirs. Mais depuis qu'il a déposé sa plainte, Willy est au placard. Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée aujourd'hui, Willy?
Du métier pour lequel j'étais embauché, rien. Absolument rien. La CGT qui dirige le CE aimerait bien qu'il parte. Car c'est l'homme par qui le scandale est arrivé. Un jour, il y a 4 ans, Willy a découvert 6 chèques inquiétants pour lui. 90 €, 76, au total il y en a pour 600 €. Et c'est son nom qui figure à l'emplacement de la signature. W. Pache. Seulement voilà, Willy n'a jamais signé ses chèques. Il y a des chèques qui circulent, et puis ma signature est imitée. C'est pas ma signature. Je vais vous montrer ma signature. Et en fait d'imitation, sur ma carte d'identité, cette signature ne ressemble en rien à celle de Willy. Voilà. Sur ma carte d'identité, donc c'est plus le... Vous voyez, c'est pas rond, c'est assez pointu. Mais alors, pourquoi la direction du comité d'entreprise s'est-elle servie de son nom pour signer ses chèques? J'ai posé la question, je ne sais pas. Pourquoi? On ne me répond pas, c'est comme ça. Alors pour tenter d'avoir une réponse un jour, Willy a donc porté plainte. Un juge d'instruction a commencé à enquêter en 2004. Et aujourd'hui, la justice a des soupçons. L'argent du comité d'entreprise de la SNCF aurait été détourné pour financer de façon occulte les organisations syndicales. Voilà pourquoi le magistrat a contacté Colette Carle. Cette comptable a travaillé pendant 9 ans au CE de la SNCF. En 2000, elle a commencé à s'étonner de pratiques qui, à première vue, peuvent sembler anecdotiques. Des dirigeants du CE, des élus de la CGT, lui auraient demandé de rembourser des dépenses étranges. Il y avait des frais qui, pour vous, étaient un peu trop courants. Voilà. C'est-à-dire, concrètement. Restaurant, frais de restaurant, de sortie, des justificatifs qui semblaient pas très justes. Bon, c'est peut-être des petits montants, mais vous savez, petit montant par petit montant, on arrive à faire des choses quand même assez importantes, des trous importants. Des justificatifs de restaurants tels que les remplissaient les dirigeants, en voici quelques-uns. Parmi les plus étonnants, cette facture de 130 € pour un repas pris le 1er janvier, un jour férié où il paraît difficile d'avoir un déjeuner de travail. Autre exemple, un élu du personnel mange le 1er octobre, une première fois pour 33 €. Puis, il déjeune une deuxième fois pour 203 €. Et enfin, une troisième fois pour 300 €. Montant total dépensé à table ce jour-là, 500 €. Tout cela payé par le CE. Et ce n'est pas tout. Selon Colette, l'argent du CE aurait servi aussi à financer des manifestations syndicales. Des fois, on a payé des factures de car parce qu'on, vous savez, ils rapatriaient tous les retraités et tout pour aller manifester. Il faut faire du monde quand même quand on manifeste, sinon c'est pas marrant. Dans cette affaire, Colette Carle était menacée de mise en examen. Le juge lui a finalement donné le statut de simple témoin car il estime qu'elle ne faisait qu'exécuter des ordres. Mais au-delà de ces dépenses occasionnelles, racontées par Colette Carle, de quelle autre manière l'argent du comité d'entreprise aurait-il été utilisé pour financer les organisations syndicales? Serge Vallot est une figure de la CGT. À la gare Lyon-Perrache, j'attends la retraite. Tout le monde le connaît. Attends. Ça va? Les jeunes embauchés, d'accord. Fais visiter. Voilà. Allez, c'est la relève, c'est bon. Ce cheminot est un délégué de la CGT, mais aujourd'hui, il est en conflit avec son syndicat. Il lui reproche une conduite qui ne correspond pas à ses valeurs. Serge Vallot n'a jamais travaillé au CE de la SNCF, mais il a 28 ans de militantisme derrière lui. Date d'adhésion 1981. Les pratiques douteuses qu'il reproche à son syndicat, c'est lors de déjeuners apparemment anodins qu'il les a découvertes. Il m'est arrivé de participer à une sortie sur le bateau Hermès. Le bateau Hermès, c'est un bateau-restaurant où on fait faire une petite croisière sur la Saône. Et je sais que c'est pas donné, alors vous dire le prix exactement. Au moment où j'ai posé la question combien je devais, on m'a dit non, laisse tomber. On a le carnet de chèques. Celui qui avait le carnet de chèques, c'était le secrétaire du CE de l'époque.
Voilà, donc ça m'est arrivé plusieurs fois, ce genre de choses, oui. Et donc, il payait avec le carnet de chèques du comité d'entreprise. Avec le carnet de chèques du comité d'entreprise, oui. Alors que la journée n'avait rien à voir avec une activité. Strictement rien à voir, j'ai jamais été élu au CE, moi. Mais très vite, Serge va se rendre compte que ces pratiques ne concernent pas que des bonnes bouffes autour de bonnes tables. Selon lui, l'argent du CE de la SNCF serait détourné tous les mois pour payer du personnel à la CGT. La CGT a embauché une secrétaire et cette secrétaire, elle n'a jamais vu le CE, elle ne sait pas ce que c'est qu'un CE. C'est-à-dire qu'elle est payée, elle est payée par le CE, elle bénéficie des avantages du CE, mais elle n'a jamais vu ce que c'était le CE, elle ne travaille que pour la CGT. Alors, pour couvrir ça, on dit qu'elle est la secrétaire des élus, c'est totalement faux. Elle fait tout le travail que lui demande la CGT. La liste du personnel du comité d'entreprise, la voici. 109 salariés payés à plein temps par le CE de la SNCF. Et pourtant, certains n'y vont jamais. Démonstration. Ce bloc de béton, c'est le bâtiment de la CGT Cheminot à Lyon. Quand on appelle la CGT, c'est une certaine Brigitte qui décroche. Je suis bien au secteur CGT Cheminot. Oui. Bonjour, je voudrais parler à Brigitte Bergeron. C'est moi. Et pourtant, sur les listes du personnel du comité d'entreprise de la SNCF, on trouve cette même Brigitte. Et voici sa fiche de paye. C'est bien le CE qui lui verse son salaire tous les mois, mais c'est à la CGT que cette secrétaire va travailler. Qu'en pense Brigitte ? Donc votre travail, c'est d'être à la CGT, on est d'accord ? Comité d'entreprise. Voilà. Mais pourquoi vous répondez à la CGT ? Pourquoi, quand on appelle la CGT Cheminot, c'est vous qui répondez si vous êtes salarié du comité d'entreprise ? Ah bah moi je suis là où il y a une réunion, je suis venue pour prendre des notes pour une réunion, et puis voilà, c'est mon travail de secrétariat, et puis voilà. Nous avons appelé le CE pour savoir si Brigitte y travaille parfois, mais apparemment, elle n'a pas l'air d'y aller très souvent. C'est SNCF, bonjour. Bonjour, j'aurais voulu parler à Brigitte Bergeron, s'il vous plaît. Ah, elle ne travaille pas ici, Brigitte. Je suis bien au comité d'entreprise régionale de la SNCF. Oui. Elle ne travaille pas chez vous? Non. Elle travaille au secteur CGT. Brigitte se trouve donc dans les locaux de la CGT Cheminot de Lyon, alors qu'elle est payée par le comité d'entreprise régional de la SNCF. Mais il y a des montants beaucoup plus importants encore qui sont payés par le CE au syndicat. Et selon Serge Vallot, un des moyens d'y parvenir est d'avoir recours au système des frais de formation. La CGT, mais aussi tous les autres syndicats présents au CE, en auraient bénéficié. Ici, ce sont les ateliers d'Oulin où on répare les machines SNCF. Et puis, lorsque vous longez le mur, plus loin, vous avez la bibliothèque du CE SNCF. Le premier étage de la bibliothèque du CE, c'est là où ont lieu les formations. Que ce soit des formations en comptabilité ou en droit, ce sont en général les syndicats qui les dispensent, mais c'est toujours le comité d'entreprise qui paye. C'est légal, mais dans ce cas présent, la note est plutôt salée. Nous sommes allés voir un expert comptable pour lui montrer les comptes du comité d'entreprise de la SNCF de Lyon. La moitié des clients de Pierre Perronnet sont des CE. Il connaît donc bien ces sociétés. Et pour lui, les frais de formation des élus du comité d'entreprise de la SNCF sont vraiment considérables. En 2002, 110 000 €. 2004, 98 000 €. Le pire, c'est 2003, avec 120 000 € dépensés en formation. Des montants, selon lui, hors normes. Donc ça fait un montant d'un peu plus de 9 000 € par élu, potentiellement, et par an. Est-ce que c'est beaucoup ? C'est beaucoup quand c'est récurrent, comme c'est le cas, donc 3 années de suite, oui. C'est-à-dire qu'une année, avoir 9 000 € par élu de formation, ça peut être normal. Oui, c'est la première année, ils ont besoin de se former, il y a 5 jours obligatoires, et on peut aller au-delà, et ils ont besoin de se former. Ils gèrent un gros budget, vos élus, là. 3 années de suite, si c'est la même équipe, c'est assez curieux, oui. Et c'est bien la même équipe. En 3 ans, 13 élus auraient suivi des formations chaque année, et particulièrement en 2003.
Cette année-là, les formations ont donc coûté 120 000 € au comité d'entreprise. Mais selon Serge Vallot, ces dépenses sont surévaluées. C'est pas possible, il suffit de compter le nombre d'élus. Et s'il y avait 120 000 €, ça veut dire qu'ils y passaient 1 000 € par mois. Ça veut dire que tout le monde était en formation tout le temps. Non, c'est pas vrai. Des formations payées aux syndicats, alors qu'elles n'ont jamais eu lieu, Serge Vallot déclare l'avoir vécu personnellement. Dans son cas, il s'agissait de stages au comité d'hygiène, ce qu'on appelle le CHSCT de l'entreprise. Les formations avaient réellement lieu ou il y avait des formations Il arrivait parfois qu'elles aient lieu fictivement. Je prends un exemple, le mien. J'ai jamais subi de formation de CHSCT puisque c'est moi qui la donnais. Mais j'ai signé une attestation comme quoi j'ai participé à un stage, oui. Donc il y a 250 € qui ont été facturés. Par exemple. Alors que vous n'aviez pas suivi la formation. Je n'ai pas bénéficié de cette formation, c'est moi qui l'a donnée à l'époque. Des factures de formation conséquentes, des notes de frais ou encore des emplois qui semblent profiter à la CGT. Voilà donc certains services qui auraient été rendus par le CE aux syndicats. Le problème, c'est que les caisses du CE de la SNCF sont loin d'être pleines. Voici par exemple les comptes fin 2006. Après 3 ans de pertes, il manquait au total près d'1 million d'euros dans les caisses. C'est considérable pour un comité d'entreprise qui n'a qu'un budget annuel de 3 700 000 €. Et ça risque de ne pas s'arranger. Nous montrons à Pierre Perronnet, notre expert comptable, une lettre reçue le 5 février dernier. Les impôts réclament au comité d'entreprise près de 700 000 € de TVA. Cette fois-ci, plus le choix. Il va falloir vendre une partie des biens du CE. Ils peuvent céder des terrains qui leur appartiennent, ou des salles de sport, ou une salle de théâtre, et malheureusement, donc arrêter complètement ces activités pour rembourser les créances qui sont dues. En bout de course, c'est les cheminots qui vont en pâtir, parce que déjà, ça impliquera des disparitions d'activités auxquelles j'espère les gens participent aujourd'hui, et en bout de course, les cheminots vont en pâtir, oui. Mais les conséquences les plus graves risquent de retomber sur les 109 salariés du comité d'entreprise. Car pour payer ses dettes aux impôts, la CGT, qui dirige le CE, pourrait bien licencier du personnel. Un comble pour un syndicat, et c'est bien ce qui met Serge Vallot très en colère. Ces salariés aujourd'hui risquent de perdre leur emploi pour des indélicatesses de ce genre-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon organisation syndicale qui dit qu'il ne faut pas privilégier le financier aux valeurs humaines, eh bien, elle fait le contraire de ce qu'elle dit. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Pour cette enquête, la direction du comité d'entreprise et celle de la SNCF n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Pas plus que la CGT qui tient à rester discrète sur cette affaire. Mais ces pratiques commencent à faire du bruit au sein de ses propres rangs. Il suffit d'aller sur les blogs pour s'en rendre compte. Où va la CGT ? Des syndicalistes veulent une opération main propre. On trouve aussi des allusions à des comportements déshonorants pour l'ensemble des syndiqués. De plus en plus de militants pointent du doigt les méthodes parfois douteuses de leur organisation. On vient de voir qu'avec cette enquête, l'argent destiné aux salariés peut servir aux syndicats. Alors ce phénomène est-il très répandu ? Avec quelles pratiques plus ou moins légales les syndicats se financent-ils aujourd'hui ? Jean-Luc Touly, bonsoir. Bonsoir. Alors vous connaissez parfaitement cette question. Vous avez été délégué CGT chez Vivendi. Vous êtes toujours membre de ce syndicat dans un conseil de prud'homme. Et vous allez bientôt publier un ouvrage sur la face cachée des syndicats. Alors on a vu qu'il y a des activités syndicales qui sont financées par un comité d'entreprise. Est-ce que ça, c'est un cas isolé ou c'est très répandu aujourd'hui ? Non, c'est très répandu et ça se développe depuis une dizaine d'années de manière très nette. Pourquoi ? Parce que les syndicats sont faibles et qu'ils ont besoin de financement et que ces financements, ils vont les trouver malheureusement dans des choses qui ne sont pas très claires et notamment les comités d'entreprise ou notamment dans le budget de la formation, le budget de la restauration, il y a en face des fournisseurs ou des prestataires de services qui surfacturent leurs prestations. Pour obtenir le marché auprès du comité d'entreprise. Et pour pérenniser leurs contrats, puisque c'est toujours les mêmes fournisseurs depuis des décennies. Et en contrepartie, cette surfacturation n'atterrit pas dans le budget du CE.
mais plutôt dans les caisses des organisations syndicales qui gèrent les comités d'établissement. D'accord, donc la surfacturation, des espèces de rétrocommissions qui vont aller dans les caisses et qui seront bien évidemment pas déclarées. Qui ne sont pas déclarées et très difficiles à prouver, puisqu'évidemment, peu de gens connaissent le processus. Alors, on a vu, et vous l'avez très bien décrit, donc les pratiques dans les CE. Au-delà des comités d'entreprise, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour les syndicats d'aller se financer de façon occulte au sein d'une entreprise ? Le plus voyant pour l'ensemble des syndiqués, c'est quand vous achetez une revue syndicale de quelque syndicat que ce soit, il y a des publicités dedans. Alors on peut s'étonner que des grandes entreprises d'activités totalement différentes, de l'armement, de la restauration, du bâtiment, de l'agroalimentaire, etc., mettent des pages de publicité, achètent des pages de publicité dans ces journaux. D'accord, dans des journaux par exemple de la CGT, FO ou CFDT, peu importe, ils vont dépenser, donc des entreprises vont dépenser des centaines de milliers d'euros pour mettre de la pub de leur entreprise. Alors que les clients, c'est pas leurs clients, les syndicats et les syndicats. Non, on peut pas imaginer qu'ils soient vraiment du même bord. Et en plus, voilà. Donc, on peut imaginer que si les entreprises font ça, c'est pas pour avoir des parts de marché supplémentaires, mais plus pour avoir la paix sociale. Donc, de contrôler un petit peu les organisations syndicales qui ont besoin de financement, le savent, et donc, en achetant des pages de publicité, ça permet, disons, d'arrondir et d'avoir des bonnes relations. Et est-ce que, en effet, ça permet de fluidifier, comme on dit, les relations sociales? Depuis une dizaine d'années, c'est très net. En tout cas, notre enquête qui a été menée pendant 1 an, dans les grandes entreprises publiques et privées, le démontre. On parle du problème du financement, parce que tout ça donc, illustre un problème plus profond qui est le problème du financement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, normalement, les syndicats reçoivent des aides de l'État, mais officiellement, leur principale source de revenus, ce sont les cotisations des adhérents. Alors, le problème, c'est que les effectifs des syndicats ne cessent de chuter. Il y en a 2 fois moins qu'il y a 25 ans. Notre pays, d'ailleurs, se situe au dernier rang des pays de l'OCDE, avec 8% de salariés syndiqués en France, contre 87% au Danemark ou 82% en Suède. Alors, on voit bien que les cotisations des adhérents ne suffisent plus pour finalement permettre aux syndicats d'avoir un financement entre guillemets normal. Qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour que les syndicats puissent se financer normalement ? Je crois qu'aujourd'hui, même si ce sera peut-être impopulaire pour les salariés, c'est qu'une cotisation obligatoire soit prélevée sur le bulletin de salaire de tous les salariés et peut-être aussi des employeurs, de manière publique, transparente. De tous les salariés français ? De tous les salariés, puisque, évidemment, quand les salariés sont en entreprise, ils ont tendance à pas vouloir syndiquer. Oui, ce que j'allais dire. Moi, si je fais partie des 92% des gens qui ne sont pas syndiqués, quel est mon intérêt, moi, d'aller cotiser pour les syndicats dont je... malheureusement, le jour, et je suis au prud'homme, donc je peux en parler, le jour où vous êtes licencié, où vous avez des difficultés vis-à-vis de votre entreprise, là, vous retournez vers le seul interlocuteur possible qui va vous défendre, qui va vous représenter, que sont les syndicats. Et là, je serais bien content de trouver un syndicat sur mon chemin si je vais au prud'homme. Voilà. Donc, il n'est pas anormal que le service que rend les syndicats soit quelque part payé par les salariés dans leur ensemble. Et alors, les centrales syndicales, elles seraient favorables à ce genre de réforme ou pas, d'après vous ? Je crois qu'aujourd'hui, leur difficulté, c'est d'avouer les pratiques anciennes. Sachant qu'ils ne sont même pas... que les centrales syndicales ne sont pas obligées, puisque depuis la loi Waldeck-Rousseau de 1884... les comptes ne sont pas certifiés, consolidés, puisqu'il y a plusieurs structures. Il n'y a pas d'obligation de le faire. Il n'y a aucune obligation. Donc effectivement, pour l'instant, c'est l'opacité la plus grande. Donc d'avouer des financements un peu occultes, tout à fait compréhensibles et tout à fait occultes, c'est difficile de l'avouer. Et je pense qu'on est justement à la lisière. C'est pour ça accepter de telles réformes, ça serait aussi accepter la reconnaissance de reconnaître des mauvaises pratiques. D'accord. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Alors des fraudes, on en voit de toutes sortes dans cette émission. Il y a celles qui visent les particuliers comme vous et moi, mais la principale cible, ce sont les administrations, comme par exemple les caisses d'allocation familiale ou les ACEDIC. On estime que chaque année, la fraude coûte aux contribuables entre 20 et 40 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent du déficit annuel de la France. Nous avons voulu justement voir comment elle touchait la plus grande caisse publique, celle de la Sécu. Quelles sont les escroqueries les plus fréquentes et avec quels moyens sont-elles détectées et sanctionnées ? C'est un reportage de Vincent Fourcade. Bonjour, bonjour. En hiver, la salle d'attente du docteur Urbechtel est rarement vide. Ce matin, cette jeune salariée n'a pas pu aller travailler. Asseyez-vous. Elle vient consulter le médecin pour les troubles digestifs. Alors, racontez-moi vos misères. J'ai passé la nuit à vomir. Allons bon.
Vous avez mal à la tête? Un petit peu. J'ai très mal par contre dans les bras et dans les jambes. Ouais. Une maladie de saison, c'est la gastro-entérite. Et j'ai eu des sueurs. C'est venu en même temps tout ça? Oui. Le médecin n'a qu'un objectif, soigner son patient. À aucun moment, il ne se pose la question de savoir si le malade cherche à décrocher un arrêt de travail bidon. Hop. Ça fait mal? Détecter les tricheurs, c'est pas mon travail. Moi, j'essaye de détecter les gens qui ont besoin que je les aide. Donc, si quelqu'un peut tricher, je pense qu'il peut me berner. Ça doit être faisable. Mais c'est pas mon souci. Mon souci, c'est soigner les gens qui ont besoin de moi, c'est quand même la majorité. Et rien de plus difficile pour un médecin que de démasquer un fraudeur qui voudrait abuser de sa confiance pour tirer au flanc. Nous l'avons nous-mêmes vérifié en caméra cachée. Nous sommes allés consulter un généraliste. Nous prétextons un mal de dos soudain, très difficile à vérifier pour le médecin. Un mal de dos pas possible. C'est arrivé quoi? J'en sais rien. J'ai laissé passer quelques jours et là, j'arrive plus à dormir ces dernières nuits. Et la semaine prochaine, j'ai une semaine horrible et je sais pas, je sens pas là, je vais pas pouvoir tenir. Quelques questions de routine, puis le médecin veut nous examiner. Pour nous allonger, nous n'oublions pas de simuler une très forte douleur. Après 10 minutes d'un examen consciencieux, le médecin ne détecte pas notre supercherie. Il conclut à une sciatique. Et pour ce type de maladie, un seul remède, se reposer à la maison. C'est clair qu'elle ne pourra pas travailler la semaine prochaine. Ça, je n'arrête pas jusqu'au 1er mars 2008. Nous obtenons ce que nous sommes venus chercher, 9 jours d'arrêt maladie. Cela ne nous a pris que 20 minutes pour décrocher ce précieux document. Là, il faut arrêter, c'est certain. D'accord. Au moins, je vais pouvoir en arrêter un petit peu, souffler. Quoi. Ouais, il faut reposer un peu, là, profiter. Il y en a beaucoup qui... Chaque jour en France, ils sont des milliers à suivre un scénario similaire pour ne pas aller travailler tout en étant payés par la sécurité sociale. Cette fraude aux arrêts de travail coûte une petite fortune aux organismes sociaux, officiellement près de 100 000 € par jour. Et c'est loin d'être la seule arnaque dont est victime la Sécu. Surfacturation de médicaments, fausses déclarations ou encore trafic d'ordonnances, le nombre de tricheurs épinglés explose. 20 000 en 2007, 120 millions d'euros de récupérés, c'est 15 fois plus qu'il y a 2 ans. La raison est toute simple, la Sécu s'est décidée à faire la chasse aux fraudeurs. Alors comment fait-elle pour les traquer? Ces méthodes sont-elles vraiment efficaces? Nous sommes à Nîmes, dans le Gard, un département de 620 000 habitants. Ses arènes, son climat ensoleillé, un endroit où il fait bon vivre. Et pourtant, on y tombe plus malade qu'ailleurs. Selon la Sécu, c'est l'un des 4 départements français champions des arrêts de travail. Alors pour l'assurance maladie du Gard, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'en finir avec ce triste record. 7 heures, comme tous les matins, c'est l'arrivée du camion de la Poste qui lance la journée de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Voilà le courrier du jour. 8000 lettres envoyées par les assurés et les professionnels de santé. Pour dépouiller tout ce courrier dans la journée, la Sécu s'est dotée d'un super coupe-papier qui prend même la peine d'ouvrir très délicatement chaque enveloppe. Et dans ce courrier, chaque jour, la Sécu découvre 700 nouveaux arrêts maladie. Jean-Luc, le chef du courrier, n'a qu'à piocher dedans pour savoir de quoi souffrent les habitants du Gard. Alors, en ce moment, les habitants du Gard souffrent surtout de gastro, entérite, de grippe et gastro. C'est ici que l'on procède au paiement des salariés malades. La sécurité sociale leur verse 50% de leur salaire. Et chaque jour, c'est Sylvie Meunier, la chef du service, qui découvre l'addition de la veille. Alors, une journée de remboursement, là, pour cette unité de gestion, ça représentait plus de 100 000 €. Pour une seule journée? Oui. Le problème dans le Gard, c'est qu'il y a 20% d'arrêts de travail de plus que la moyenne nationale. Cela représente un surcoût de 20 millions d'euros chaque année pour la caisse de Nîmes. Elle tente donc de débusquer les malades imaginaires. Mais impossible de contrôler tout le monde. Alors sur les 700 feuilles du jour, Sylvie Meunier en sélectionne une 30aine.
car elle n'a pas une armée à sa disposition. Tous les jours, 700 feuilles à vérifier et seulement 2 contrôleuses. Parmi elles, Arlette. On y va. Elle va se partager les 30 dossiers avec une collègue. Et le contrôle, ça commence par un petit coup de fil. Arlette doit appeler les assurés pour vérifier qu'ils sont bien chez eux, comme leur impose leur arrêt de travail. Allô ? Une femme décroche. Arlette jette un coup d'œil sur son bureau. Elle va lui lire le discours maison du contrôle téléphonique. Madame Bonacorsi, conseillère de l'assurance maladie du service des indemnités journalières. C'est surprenant, mais Arlette ne dévoile jamais d'emblée la vraie raison de son appel. Et c'est pour vous indiquer que si vous avez besoin d'informations sur le versement de vos indemnités journalières ou toute... A priori, ce serait donc un coup de fil comme un autre. Et ce n'est qu'avant de raccrocher qu'Arlette va glisser une petite phrase. Voilà, et bien sûr, le but de cet appel est également de constater si vous êtes présent à votre domicile, en dehors des heures légales. Donc, je tenais à vous en informer quand même. Ah, ben c'est gentil, merci beaucoup. Au bout du fil, la dame semble amusée. Au revoir, madame. Et c'est là tout le but de la manœuvre. Faire mieux passer le courant avec les assurés. Les faits recherchés, c'est pour adoucir, c'est pour... éviter que l'assuré se sente agressé, c'est surtout ça. Parce que là, bien souvent, l'assuré se sent agressé. Pour échapper au contrôle d'Arlette, il y a un petit truc que certains assurés connaissent bien. Donc là, sur cette fiche, madame, il y a un petit souci. Oui, un petit souci. Il manque le numéro de téléphone pour pouvoir joindre l'assuré. Indiquer son numéro de téléphone sur la feuille d'arrêt, c'est pourtant obligatoire. Car sans numéro de téléphone à appeler, Arlette se retrouve coincée. Si je ne peux pas retrouver son numéro de téléphone, donc cette personne ne sera pas contrôlée malheureusement. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais après 20 ans de sécu, Arlette ne se décourage pas si facilement. Elle tente sa chance sur un annuaire internet. Je ne l'ai pas trouvé, ni dans le département, ni dans la ville de Saint-Quentin. Reste une solution, consulter le dossier informatique de l'assuré. Il y a un numéro de téléphone, mais c'est un portable. Et quel est le problème si c'est un portable ? Nous n'acceptons pas les portables, car la personne peut être jointe avec un portable n'importe où, mais pas à son domicile. Donc on abandonne, la personne n'est pas retenue. Incroyable, il n'y aura pas de contrôle pour cet assuré. C'est la consigne pour les portables. Et puis il y a tous ceux qui ne répondent pas au téléphone. Vous êtes en relation avec un répondeur. Là encore, tout est prévu. Sur la fiche d'Arlette, c'est l'option numéro 3, ne surtout pas laisser de message. Ce serait alerter inutilement l'assuré. Car tous ceux qui ne répondent pas à Arlette seront contrôlés à leur domicile dès le lendemain. Allô ? En une journée, Oui, bonjour. Arlette et sa collègue ont tenté de passer 30 coups de fil. Cela peut paraître dérisoire, mais du point de vue de la sécurité sociale, rien de plus logique. Ça paraît très peu, moins de 30 coups de fil par jour. C'est beaucoup, parce que si les inspecteurs doivent intervenir par la suite, donc ça peut quand même être beaucoup de travail pour les inspecteurs. Car sur le terrain, pour contrôler tout le département et des milliers d'arrêts de travail, ils sont 2, Brigitte et face à elle Jean-Paul. Aux yeux de la Sécu, les coups de fil n'ont pas valeur de preuve. Les enquêteurs doivent donc aller sur le terrain pour constater que la personne est vraiment absente. C'est le boulot de Jean-Paul, et dès que sa journée commence, le compte à rebours est enclenché. Car il ne peut agir que pendant les heures légales de contrôle, celles où l'assuré en arrêt maladie est contraint de rester chez lui. Il y a des heures à respecter. Il y a des heures à respecter, oui. Il faut que les assurés soient présents à leur domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h. Ça vous gêne pas dans le travail ? C'est problématique, c'est vrai que ça nous limite le nombre d'assurés que l'on peut rencontrer. Avec seulement 4 heures de contrôle autorisées par jour, Jean-Paul ne peut visiter qu'une petite dizaine de personnes. Direction la banlieue de Nîmes. Ce client-là, c'est Arlette, la contrôleuse, qui le lui a signalé. La veille, il n'a pas répondu au coup de fil. Monsieur Billy. Et aujourd'hui, visiblement, cet assuré n'est toujours pas chez lui. Monsieur Billy. La maison semble déserte. Pour Jean-Paul, l'affaire est entendue. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant ? Dans ce cas, nous allons
lui appliquer une pénalité sur ses indemnités journalières. En clair, cela veut dire que la Sécu va diviser par 2 l'argent qu'elle lui verse pendant son arrêt maladie. Dans le Gard, lors de tels contrôles, près d'un assuré sur 3 n'est pas chez lui pour ouvrir à l'enquêteur. Le compte à rebours continue pour Jean-Paul. Il a encore 3 personnes à contrôler dans la matinée. Oui, bonjour madame, je suis monsieur Bladier, je suis contrôleur à la sécurité sociale. Je peux vous voir 2 minutes? Cette personne est en arrêt maladie de longue durée. Et quand un arrêt est supérieur à 45 jours, la visite de l'enquêteur est automatique. Vous êtes madame voilà, si vous voulez bien me présenter une pièce d'identité, c'est pour un contrôle par rapport à votre arrêt de travail. Jean-Paul demande à la jeune femme de lui présenter ses papiers. C'est le seul moyen d'être certain que c'est bien la bonne personne qui le reçoit. Parfait, merci. Voilà, c'était pour un... La jeune femme est chez elle, tout semble en ordre. Mais lors du contrôle, Jean-Paul ne se contente pas de s'assurer que la personne est bien là. Il laisse toujours traîner son regard pour démasquer un éventuel fraudeur. Nous regardons surtout si les personnes n'ont pas des petits détails qui peuvent attirer notre attention, genre mains pleines de peinture ou de ciment, ce qui dénoterait que pendant leurs arrêts, ils font des travaux plus ou moins illicites. Vous êtes déjà tombé sur des gens qui travaillaient? Ça m'est arrivé une fois, une personne qui était en train de construire sa maison. Alors qu'elle était censée être malade? Elle était censée être malade, oui. Retour au quartier général de la Sécu à Nîmes. Pour traquer les fraudeurs, il y a les coups de fil, les visites de contrôle, mais la Sécu peut également compter sur l'aide d'informateurs anonymes. L'assurance maladie appelle ça pudiquement des signalements. Cédric Gonzalez est le responsable de la lutte antifraude. C'est lui qui supervise nos 2 enquêteurs, Jean-Paul et Brigitte. Il y a quelques jours, une lettre de dénonciation leur parvient. Elle n'est pas signée. Alors, monsieur X, un arrêt de travail depuis décembre 2005, n'a pas autant arrêté son activité. Il a toujours travaillé en plus de toucher des indemnités, voire sa comptabilité. Voilà. Il n'y a pas de nom, pas de date, en fait. C'est vraiment la lettre anonyme type. Type anonyme. C'est quelqu'un qui doit connaître la personne, qui travaille dans le voisinage, peut-être c'est un concurrent, je ne sais pas. Très sincèrement, on ne sait pas. Oui, c'est très varié. Ça peut être un voisin, quelqu'un de la famille, il n'y a pas de... Quelqu'un de mal intentionné. Des lettres comme celle-ci, il en arrive au moins une par semaine. À la Sécu, on se dit bien un peu gêné face à ces accusations, très souvent calomnieuses. Mais on les utilise quand même de temps en temps. Direction un petit village, à 1 heure de route de Nîmes. Si Jean-Paul se met sur cette affaire, c'est que l'homme mis en cause est artisan plombier à son compte. Et il se peut qu'il continue à travailler, même en arrêt maladie. Jean-Paul espère le surprendre en flagrant délit. Mais disons que nous allons tenter de le prendre sur le fait. C'est-à-dire le coincer alors qu'il travaille. Voilà, exactement. Il est 14h, l'heure légale. Le contrôle peut commencer. Oui, bonjour. Je peux vous voir 2 minutes? Je suis monsieur Bladier de la caisse primaire de Nîmes. Je souhaiterais vous voir. Par téléphone, c'est difficile de vous expliquer. L'assuré se dirige vers le portail en survêtement et pantoufles. Pas vraiment l'allure d'un homme en plein travail. Un arrêt de travail, je viens vous contrôler. Oui. Je vous présente ma carte. La discussion va durer moins d'1 quart d'heure. Oui, vous êtes en arrêt depuis pas mal de temps. Au cours de l'entretien, l'homme ne cache rien à Jean-Paul. Il lui explique qu'il compte bientôt vendre son entreprise et qu'en attendant, il s'en occupe un petit peu. Cela durerait depuis 6 mois. Et pour la Sécu, ce petit peu, c'est déjà de trop. Il a dit qu'il allait la vendre, mais en attendant, bon, il préparait des devis, il allait embaucher des intérimaires pour continuer l'activité de cette société. Et ça, aux yeux de l'assurance maladie, c'est considéré comme du travail ou mais disons que oui. Autant il n'est pas en infraction sur... Bon, il respecte les horaires de présence, mais bon, là-dessus, oui, c'est pas normal. L'assurance maladie va poursuivre ce dossier, je pense. Cet homme devra rendre les 3 500 € d'indemnité qu'il a perçus depuis 6 mois. Il risque également une grosse amende. L'an dernier dans le Gard, Jean-Paul et ses collègues ont épinglé une 60aine de personnes qui fraudaient l'assurance maladie. Mais les particuliers qui trichent ne sont pas ceux qui coûtent le plus cher à la Sécu. Parmi les fraudeurs, il y a une catégorie que l'assurance maladie traque plus particulièrement, les professionnels de santé,
Et les affaires ne manquent pas. À Marseille, des préparatrices en pharmacie détournaient les vignettes des médicaments et les facturaient à la Sécu. Au Pays Basque, la pharmacienne aurait empoché 600 000 € aux dépens de la sécurité sociale. Près de Paris, un médecin faisait fortune sur le dos de la Sécu en obtenant des remboursements pour des consultations fictives. Dans les Côtes-d'Armor, un autre pharmacien avait surchargé des ordonnances pour arrondir ses fins de mois. Le Gard n'est pas épargné. En 2007, 32 professionnels de santé épinglés pour fraude. À eux seuls, ils ont détourné 400 000 €. En ce moment, c'est un pharmacien du département qui est dans le collimateur de l'assurance maladie. Pour comprendre son arnaque, il faut savoir que lorsqu'un patient achète des médicaments, il n'en paye qu'une petite partie. Le reste est pris en charge par la pharmacie. Elle se fait ensuite rembourser par la sécurité sociale. Ce pharmacien du Gard a donc eu une idée, se faire rembourser des médicaments qu'il n'a jamais vendus en trafiquant les ordonnances apportées par ses clients. Dans les dossiers de Brigitte, l'enquêtrice, les fameuses ordonnances suspectes. Voilà comment le pharmacien procédait pour les falsifier. Ici à gauche, l'ordonnance authentique. Le pharmacien l'a photocopiée pour ne garder que l'en-tête avec le nom du médecin. C'est le même médecin. Il obtenait alors une fausse, celle de droite. Puis il inscrivait une liste de médicaments à la main. Première erreur, car le vrai médecin, lui, imprime toujours ses prescriptions. Deuxième erreur, le pharmacien ne prend même pas la peine d'imiter la signature du médecin. Un faux grossier qui saute aux yeux. Ensuite, la feuille était expédiée à l'assurance maladie. C'est le code qui l'impose. Donc là, si vous regardez, il y a quand même un certain nombre de médicaments qui sont prescrits. S'ils ne sont pas délivrés, on va avoir un remboursement sans sortie de médicaments. Donc le pharmacien n'aura pas acheté de médicaments, mais en plus, il aura empoché de l'argent. Vous remboursez des médicaments qui n'ont jamais été achetés par personne. Voilà, exactement. Alors là, c'est pareil. On se retrouve. Ouais. Il a quand même surchargé un nom. Enfin, remplacé un nom. Le préjudice est en cours d'estimation. Il y en a déjà pour 11 000 €. Mais ces faux, même grossiers, n'ont pas encore valeur de preuve. Ok, le lundi, ok. Il va avoir prescrit 10 séances de massage rééducation. Alors Brigitte doit faire la tournée des médecins pour vérifier si oui ou non, ils sont bien les auteurs des ordonnances. Rendez-vous dès le lendemain, à quelques kilomètres de Nîmes, chez un premier médecin. L'affaire va être vite vue. Voilà, c'était pour savoir si c'était votre prescription ou si ce n'était pas la vôtre. Ça, c'est pas mon écriture. Et puis moi, c'est pas le genre de truc que je fais, franchement. Et puis c'est pas ma signature. Bon, vous pouvez me faire un certificat, docteur ? Mauvais nom, mauvaise prescription, mauvaise signature. Médecin suivant. Prescription. Donc ça, c'est une ordonnance que j'aurais faite le 15-11. On va vérifier tout de suite. Non. Non, j'ai personne dans mes patients à ce moment-là. D'accord. Non, j'ai juste... Là encore, le médecin n'est pas l'auteur de l'ordonnance. Pour Brigitte, la matinée a été fructueuse. Elle avait 22 ordonnances à soumettre. 19 se sont révélées être des fausses. Bientôt, l'assurance maladie du Gard va déposer plainte pour réclamer la restitution des sommes détournées et demander la condamnation du pharmacien. L'an passé en France, près de 2000 procès ont été déclenchés par la Sécu. 150 personnes ont été condamnées à des peines de prison ferme ou avec sursis pour avoir escroqué l'assurance maladie. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec Jean-Bernard Schmitt, Fabien Vincent, Christophe Brûlé, Emmanuel Leclerc, Axel Roucou et Laurent Renaudy. Tout de suite, enquête exclusive consacrée ce soir aux bourbiers d'Afghanistan. Attentats, suicides, drogue ou démotivation, le quotidien des soldats occidentaux au cœur de la guérilla. C'est dans un instant dans Enquête exclusive. Bonsoir et bonne semaine.